Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons compléter notre précédente vidéo sur les design patterns avec cette fois une orientation sur les design patterns utilisés dans le cadre de l'intégration des applications d'entreprise. Si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur les design patterns, eh bien, je t'invite à aller la regarder sans plus attendre. Que tu sois développeur, intégrateur, architecte ou même responsable d'exploitation, crois-moi, tu es à la bonne adresse. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Installe-toi confortablement et si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Dieudonné Miafo. Je suis spécialiste de l'intégration des applications d'entreprise depuis plus de 10 ans. Et donc, fort d'une dizaine d'années d'expérience, c'est donc naturellement que je partage mes connaissances sur cette chaîne. Juste un petit rappel, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de cette vidéo pour ainsi faire grandir cette chaîne et notre communauté. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les différents design patterns et comprendre comment ils peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes spécifiques d'intégration. Alors, sans plus tarder, commençons. Le premier design pattern que je vous présente aujourd'hui, c'est l'un des plus connus, sinon le plus connu. Il s'agit du pattern Request Replay qui est très utilisé dans les échanges synchrones de données. Le design pattern Request Replay, également connu sous le nom du modèle requête-réponse, est couramment utilisé pour établir une communication synchrone entre deux applications. Sur le principe de fonctionnement, on va donc distinguer un émetteur et un récepteur. La communication est synchrone et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émetteur ou encore le client envoie sa demande et attend une réponse avant de poursuivre son traitement. Alors, le récepteur reçoit la demande et va donc répondre avec les détails contenant la réponse sur le même canal. Donc il est important de comprendre que la demande, donc la requête et la réponse transitent via le même canal. Concrètement, un exemple. Lorsque vous envoyez une demande de réservation d'hôtel en ligne, qu'est-ce qui se passe? Le système de réservation va vous répondre avec une confirmation de réservation et les détails de votre séjour. Un autre cas bien connu, c'est lorsque vous effectuez une recherche sur Internet depuis soit votre ordinateur, soit votre smartphone. Qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez une demande à un serveur sur Internet et le serveur vous répond avec les détails avec les détails contenant la réponse à votre demande. Allons voir plus concrètement ce que cela signifie. Donc, je vais prendre un tableau blanc et je vais vous dessiner exactement comment ça fonctionne. Donc, voici notre tableau blanc. On va considérer que nous sommes ici et on a notre serveur qui est... Non, je vais faire mieux. Et on a notre serveur qui est là. Donc, on a ici le serveur et ici, nous sommes le client avec notre ordinateur ou notre smartphone. Et on va dire que ici au milieu, on passe bien par Internet. Donc là, c'est notre réseau Internet. Donc, c'est juste un cas d'utilisation de ce pattern Request Replay. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir notre client, donc c'est vous avec votre ordinateur. Vous, à travers Internet, vous allez demander quelque chose au serveur. Le serveur va recevoir votre demande, va la traiter et va vous répondre via le même canal. Donc, votre réponse arrive là. En général, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple. On va avoir ça. C'est notre canal et ce qui va se passer, c'est que notre requête et notre réponse vont transiter via le même canal. Donc, on a ici notre requête et ici, on a notre réponse. Et ici, on le considère comme notre canal. Donc, on a le canal qui est là. Donc, vous voyez bien que la requête et la réponse
transitent via le même canal. Nous reviendrons plusieurs fois sur ce schéma pour vous expliquer un certain nombre de patterns. Donc, on va voir d'autres patterns qui s'appuient sur ce modèle, mais qui fonctionnent différemment. Allez, donc, avant de voir le deuxième pattern, quels sont les avantages de ce pattern request replay? Quels sont les avantages d'un tel système de requête-réponse? Dans ce pattern, ce qu'on va comprendre, c'est que la communication est bien structurée. Elle est simple avec une logique synchrone où chaque partie a le contrôle. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le client est responsable de la requête et le serveur responsable de la réponse. Donc, en raison de la nature synchrone de la communication, il est plus facile de gérer les séquences d'opérations et de garantir l'ordre de traitement des demandes. Il y a quand même un point d'attention. Bien que ce pattern soit simple, il est cependant important de noter que ce modèle peut également introduire des problèmes potentiels tels que on peut avoir des blocages si le serveur est occupé ou indisponible parce qu'on va envoyer une requête et on ne va pas recevoir une réponse et donc on sera bloqué. Rappelez-vous que dans un système synchrone, le client, c'est-à-dire l'émetteur de la demande, envoie sa demande et reste en attente de la réponse avant de poursuivre son traitement. Et donc, dans ce cas, il est crucial de concevoir soigneusement les mécanismes de gestion des erreurs et de disponibilité pour garantir une communication fluide et surtout faire en sorte que votre système soit robuste. Allons voir maintenant le deuxième design pattern. Et donc, le pattern numéro 2 dans notre liste, c'est le pattern point-to-point channel. Contrairement au design pattern request replay que nous avons vu précédemment, ici, on introduit la notion de canal. Donc, c'est ça le fameux channel. Et comment ça marche? Le modèle point à point permet donc à deux entités d'échanger des messages par l'intermédiaire de ce fameux canal. Les entités sont, on a un producteur de la donnée et un consommateur. Le canal assure quoi? Le canal assure donc le transfert de sorte que les messages émis par le producteur sont reçus uniquement par le consommateur associé. Quels sont les points clés? L'implémentation garantit quoi? L'implémentation garantit justement qu'un message sera lu par un et un seul récepteur. Ce modèle assure un traitement ordonné des messages. Donc, si vous avez un projet et dans le cahier des charges, on vous impose un traitement ordonné des messages, voici donc le modèle qui va répondre parfaitement à votre besoin. Et si on prenait un exemple, considérons donc une plateforme de gestion permettant de recevoir et de traiter les commandes des clients. Les commandes des clients vont arriver dans une file d'attente et seront pris en charge et traités dans l'ordre d'arrivée. Donc, on va bien respecter la séquence d'arrivée des messages. Un autre exemple, c'est l'application de messagerie que nous utilisons chaque jour. Chaque conversation entre deux utilisateurs passe à travers un canal. Et donc, on a affaire à une communication point à point. Dans la mise en œuvre, qu'est-ce qui se passe? Dans la mise en œuvre, ce qu'on utilise justement, c'est un système de queue ou de file d'attente. Donc, sur le schéma que vous voyez, vous avez un producteur et un consommateur qui communiquent via un canal. L'implémentation, généralement, est effectuée sur un serveur JMS. Et si vous travaillez sur TIBCO, le composant qui sera utilisé est le bus des messages EMS, Enterprise Message Server, qui implémente évidemment la norme JMS. Donc, sur ce schéma, vous voyez les messages qui arrivent avec un certain ordre et le consommateur va lire les messages dans le même ordre et ainsi garantir l'ordonnancement des messages. Passons au troisième design pattern qui est le Publish Subscriber. Dans le même ordre d'idées, on a donc ce pattern Publish Subscriber Channel. C'est le modèle dit publication-souscription. Donc, les applications Publish envoient des messages tandis que les applications Subscriber reçoivent les messages auxquels elles se sont abonnées. Cela permet une communication souple
et décentralisé. On va donc avoir un système d'abonnement dont les applications vont s'abonner et ensuite quand il y a une publication des messages, seules les applications qui s'étaient abonnées vont recevoir des messages. Concrètement, lorsque le service de météo par exemple envoie des informations, seules les personnes qui sont abonnées à ce service reçoivent des messages. Donc c'est pour cela qu'on parle de modèle publication-souscription. Notre pattern numéro 4, c'est le pattern Correlation Identifier. L'objectif principal de ce pattern est de garantir que les différentes étapes ou composants impliqués dans le traitement d'une transaction ou d'un flux de messages puissent identifier et regrouper les éléments qui appartiennent à la même séquence d'action. Quel est le problème qu'on cherche à résoudre? Quel problème est-ce qu'on cherche à résoudre? La question qu'on se pose, c'est comment l'émetteur d'un message peut établir un lien entre une réponse et une requête. C'est ça le lien qu'on cherche à établir. Quelle est donc l'approche qui va être utilisée? Donc l'idée, c'est justement d'éviter la confusion entre les différents messages qui entrent et les réponses qui sont par la suite envoyées. Ce pattern va donc être utilisé pour suivre et associer des transactions ou des messages tout au long des différents composants d'un système d'information. Les avantages, c'est ça va permettre de suivre facilement le parcours de la transaction à travers le système et d'assurer une meilleure traçabilité. Donc, vous avez entendu traçabilité. Allons voir concrètement comment ça fonctionne. Comment on peut combiner ce pattern avec l'un des patterns que nous avons vu précédemment, le request replay. Donc, reprenons notre schéma qu'on a fait précédemment avec le système request replay. Donc, vous voyez bien ici qu'on a une demande, on a une réponse, mais imaginez maintenant le cas où on a plusieurs demandes. Donc, on a une requête, on a une autre requête, on a des requêtes qui viennent là, des requêtes qui viennent là. Donc, évidemment, à chaque fois, on aura des réponses, réponses, réponses. Mais vous imaginez bien un système distribué. Un système distribué, comment il fonctionne? On a des appels qui viennent de partout. La question, c'est comment je distingue cette réponse de cette requête? Si ça, c'est la première requête, comment je fais pour savoir que la réponse qui vient là correspond bien à ma demande? On nous dit donc qu'il faut introduire le Correlation Identifier. Donc, il faut introduire un identifiant unique qui va nous permettre de suivre le traitement tout au long sur tout le système. Et donc, on aura une requête avec un identifiant et on aura la réponse qui contiendra l'identifiant qu'on aura mis en entrée. Donc, ça, c'est très important pour suivre les demandes. Cela permet également, en cas d'erreur, de savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que si vous avez une erreur ici et que vous n'avez pas un identifiant unique qui vous permet de suivre les demandes, vous n'allez pas savoir à quoi correspond cette erreur, à quelle demande elle fait référence. Donc voilà l'utilité de ce pattern Correlation Identifier. On continue. Donc, dans la mise en œuvre, comment ça se passe concrètement le pattern Correlation Identifier? Donc, pour la mise en œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cas d'erreur ou d'exception, l'identifiant de corrélation peut être inclus dans le message d'erreur, ce qui permet de remonter jusqu'à la transaction d'origine et de comprendre où et pourquoi l'erreur s'est produite. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Dans la mise en œuvre, on va donc générer un identifiant de corrélation. Lorsqu'une transaction est initiée, on va ajouter cet identifiant dans la requête qu'on va envoyer. Cet identifiant sera propagé tout au long de notre traitement et ça va permettre de suivre le traitement sur toute la chaîne. Et ainsi, on va pouvoir faire la traçabilité
d'une demande de bout en bout uniquement avec cet identifiant de corrélation. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir gérer facilement les erreurs lorsqu'elles sont produites. Et comment on génère l'identifiant unique? Donc, on a différents exemples de génération de l'identifiant unique. On a différents exemples de génération. Le plus important, c'est que l'identifiant doit vraiment être unique. On ne peut pas avoir deux identifiants pour une même demande. Donc, il doit avoir l'absence de collision. Ça, c'est très important. Lorsque vous travaillez sur TIBCO ou lorsque vous travaillez tout simplement avec les fils JMS, vous pouvez ajouter cet identifiant en faisant un setString property. Donc, ça, c'est au niveau des propriétés JMS que vous pouvez ajouter cet identifiant. Si vous faites du traitement SOAP, vous devez ajouter cette information dans le header de la requête SOAP. Dans le body, ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas surcharger le body. En général, le body peut même ne pas être ouvert, mais on regarde ce qui se passe on regarde le contenu de l'entête pour prendre un certain nombre de décisions. Voilà, la propagation d'identité, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué sur notre fameux schéma. Mais dans la vie courante, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous achetez un billet pour un événement en ligne et utilisez un numéro de confirmation pour retirer vos billets à l'entrée, c'est carrément un exemple d'identifiant de corrélation. Dans un service de suivi de colis, chaque étape du parcours d'expédition est liée à un numéro de suivi unique pour que vous puissiez suivre la livraison. Donc là, ce sont des exemples concrets d'identifiants de corrélation. Passons maintenant à notre cinquième pattern. Le design pattern 5, c'est Fire and Forget. C'est le pattern le plus simple qui existe. Aucune synchronisation. Pas d'attente de réponse. Vous envoyez votre message et vous passez à autre chose. C'est exactement le cas dans l'envoi des SMS, des emails. Lorsque vous écrivez un texto, vous envoyez à quelqu'un. Vous n'attendez pas directement l'accusé de réception. C'est dans des cas rares. En général, le message, l'SMS, c'est Fire and Forget. C'est pareil pour les emails. Dans quelques cas d'email, vous pouvez demander à la réception ou au récepteur de vous confirmer la lecture. Mais de façon basique, lorsque vous envoyez un message, il n'y a pas de suivi. Vous n'attendez rien. Et même quand vous demandez l'accusé de réception, c'est optionnel. Ce qui fait que vous ne pouvez pas envoyer un SMS et rester bloqué parce que vous attendez une confirmation ou bien parce que vous attendez un message de retour avant de continuer vos tâches. C'est pour cela qu'on parle du pattern Fire and Forget. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que dans le cas de ce pattern, il faut faire très attention avec ce pattern. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune garantie de livraison. Vous pouvez avoir des pertes de messages. Vous n'avez pas d'acquittement. Et donc, c'est à vous de prendre des mesures et de savoir que lorsque vous optez pour ce pattern, vous ne pouvez pas avoir une garantie de livraison à 100% parce que vous n'avez pas de suivi, vous n'avez rien. Si vous travaillez sur TIBCO, la mise en œuvre de ce design pattern s'effectue avec le FTP, dont vous envoyez des données sur un serveur FTP par put. Cette opération ne demande aucune confirmation. Sur JMS, vous avez l'opération SendJMSQ et SendJMS Topic qui sont exactement des Fire and Forget. Vous avez le HTTP Send Request, donc Send HTTP Request. Vous envoyez votre demande et vous n'avez même pas la possibilité de configurer un message retour. C'est typiquement le Fire and Forget. Allons voir notre pattern. Cette fois-ci, c'est le pattern Polling Consumer. Ce pattern est souvent utilisé pour récupérer des données à intervalles réguliers à partir d'une source externe, telle qu'une base de données, un service web, une file d'attente ou un flux de données. Le pattern requiert cependant une application durablement connectée qui interroge à intervalles réguliers un canal pour y récupérer des données. Dans un projet d'intégration impliquant des applications qui n'ont pas nécessairement besoin de se synchroniser, ça peut être une bonne idée
d'opter pour le pooling consumer. C'est également utilisé le plus souvent dans la récupération des fichiers sur un répertoire dédié. La configuration est simple. Vous avez juste à définir un intervalle de temps auquel le consommateur effectuera ses sondages. Donc à chaque intervalle, le consommateur interroge la source pour vérifier s'il y a de nouvelles informations depuis la dernière vérification. C'est vous qui définissez l'intervalle. Donc, s'il y a un changement, c'est-à-dire s'il y a de nouvelles données qui sont disponibles, ces données sont tout simplement récupérées et le traitement des données est effectué, puis l'opération se répète. Donc, on va recommencer le cycle. Si on dit par exemple qu'à intervalle de 5 secondes, j'interroge ma source, toutes les 5 secondes, je vais interroger ma source jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles données. Lorsqu'il y a de nouvelles données, je les récupère, je les traite et je continue d'interroger ma source de façon répétitive. Voilà. Et donc, ça, c'est le pooling consumer. Sur TIBCO, il y a l'activité file pooler qui permet de faire cette opération. C'est vrai qu'on peut le faire aussi. On peut le faire sur différentes sources. Même sur une base de données, on peut le faire. Sur une file GMS, on peut le faire. Allons maintenant voir le design pattern numéro 7. Donc, on a le recipient list. Le recipient list, c'est un design pattern. C'est un design pattern qui permet tout simplement de déterminer dynamiquement les destinataires d'un message en fonction de certaines règles. Cela permet d'acheminer le message vers les applications appropriées en fonction de son contenu. Les adresses peuvent être déterminées, par exemple, à partir des informations contenues sur les en-têtes des messages. Lorsque le message arrive, l'application détermine de façon dynamique. Ça veut dire qu'on va lire par exemple les messages qui sont contenus dans l'entête HTTP ou dans l'entête JMS et déterminer le critère qui permet d'envoyer le message à tel ou tel destinataire. Le destinataire peut être tout simplement dans l'entête du message. Lorsqu'on reçoit le message, on lit l'entête, on récupère l'adresse et on envoie le message à la bonne adresse. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est l'envoi des messages de façon dynamique. On détermine dynamiquement l'adresse avant d'envoyer le message. Le fonctionnement est basique. Donc, il y a des règles qui sont définies au préalable. On a un message initial qui est envoyé. On a un traitement à partir des règles qui sont définies. Et on envoie maintenant le message vers le destinataire contenu dans le message. Ce ne sera pas contenu dans le body, évidemment, ce sera contenu dans l'entête. Donc, si vous voulez que votre destinataire soit déterminé dynamiquement, vous devez ajouter quelques informations supplémentaires dans l'entête du message et définir des règles qui vont permettre de faire le routage. On va parler de routage dynamique. Allons voir notre 8e design pattern. Donc, le 8e design pattern, c'est tout simplement le selective consumer. L'approche est simple. Dans ce design pattern, on va donc décider quel message tel consommateur va lire. Et ces messages sont définis en fonction des règles qui sont prédéfinies ou d'un certain nombre de critères de filtrage. Donc, dans un premier temps, on va définir les critères. Vous définissez donc les critères de filtrage ou des règles qui indiquent quels messages sont pertinents pour tel consommateur. Vous avez vu dans le recipient list, on ajoute des règles pour déterminer vers qui on envoie le message. Ici, dans le selective consumer, on va plutôt ajouter des règles qui vont déterminer quel message le consommateur va lire. Donc, dans le premier cas, dans le recipient list, les messages sont de type, une fois qu'on a déterminé l'adresse, on envoie au consommateur. Dans le selective consommateur, c'est le consommateur qui vient récupérer les messages en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc, ces critères sont évalués pour chaque message reçu. Le consommateur évalue les critères de filtrage pour déterminer s'il est pertinent ou non de consommer un message. À la réception du message, le consommateur donc reçoit le message provenant de la bonne source.
Pour le traitement des messages, si le message satisfait les critères, le consommateur le traite conformément à ses besoins ou à ses responsabilités. Regardons un peu, essayons de comparer les deux patterns que nous avons vus précédemment, et donc le Selective Consumer et le Recipient List. Nous pouvons voir que sur le mécanisme de routage, lorsqu'on a un pattern Selective Consumer, les critères sont basés, donc le mécanisme de routage est basé sur des critères de filtrage du consommateur. Dans le cas de Recipient List, le routage est basé sur les règles de routage prédéfinies. Donc, dans un cas, ça dépend du consommateur. Dans l'autre cas, c'est prédéfini. Sur la gestion des messages, dans le cas de Selective Consumer, chaque consommateur peut avoir ses propres critères. Or, dans le cas de Recipient List, les règles de routage déterminent les différents destinataires vers qui envoyer le message. En termes de complexité, sur le Selective Consumer, le consommateur traite uniquement les messages qui sont pertinents. Dans le cas de Recipient List, les messages sont distribués selon des règles dont le consommateur ne décide de rien. En termes de communication, dans le Selective Consumer, le consommateur ne reçoit que les messages qui l'intéressent. Le Recipient List, les destinataires reçoivent tous les messages liés aux différentes règles. Donc, on a quand même quelques inconvénients. Dans le cas du Selective Consumer, la complexité potentielle des critères de filtrage peut être quand même un problème. Sur le Recipient List, la complexité potentielle avec de nombreuses règles. Donc, il faut définir différentes règles. C'est ça qui fait la différence. On va ajouter à ces deux patterns un autre pattern, Return Address. Et ce pattern, il est aussi très utilisé dans un cas précis d'intégration. Lorsque vous envoyez un message et vous avez besoin de définir une adresse de retour à ce message. Lorsque vous envoyez un mail, si vous regardez bien, vous avez un champ répondre à. C'est pratiquement la même chose. Et donc, vous pouvez définir à qui le récepteur va envoyer la réponse. C'est dans ce cas que le return address est intéressant. Et donc, si vous avez fait un peu de projet d'intégration, vous connaissez le fameux callback qui est très utilisé lorsqu'on fait de l'intégration. Le design pattern return address donc est souvent utilisé lorsque l'émetteur d'un message souhaite recevoir une réponse ou une confirmation de la part du destinataire. Cela permet une communication bidirectionnelle. J'envoie une demande, je définis où la réponse sera envoyée et donc à la fin j'ai un retour sur l'adresse indiquée. L'idée de ce pattern c'est quoi? C'est d'inclure une adresse de retour dans le message initial, permettant ainsi au destinataire de répondre directement à l'émetteur sans avoir besoin de connaître explicitement son adresse. Ça c'est très important. Donc vous envoyez un message, c'est vous qui dites où vous allez recevoir la réponse. Le destinataire du message n'a pas besoin de vous connaître. Et donc, ce que je vous expliquais, le cas d'usage classique, c'est le callback. L'émetteur inclut dans le message une adresse de retour à laquelle le destinataire peut répondre. Cette adresse peut être soit une URL, soit une adresse mail ou encore un identifiant unique qui va quand même permettre de savoir exactement où on envoie le message. C'est pas fini. Notre dixième pattern, c'est le message broker. Ce design pattern, c'est donc un modèle d'architecture qui facilite la communication asynchrone entre différents composants. C'est donc un composant qui est central dans une architecture de bus de service USB. Sur TIBCO, le composant est simple, c'est l'EMS, Enterprise Message Server. C'est ce composant qui fait le message broker. Nous avons deux choses qui caractérisent ce modèle d'intégration. Nous avons la publication. Les applications ou les composants publient des messages sur le broker. C'est ce qu'on a appelé dans certains design patterns qu'on a vu le canal. Donc ça c'est un canal. Une fois le message publié, le broker s'occupe de distribuer les messages au destinataire approprié en fonction
des différentes règles de routage. Une fois que les messages sont distribués, ils sont consommés. Les destinataires, qu'on va appeler également les consommateurs, reçoivent et traitent finalement les messages qui leur sont destinés. Dans l'implémentation, c'est assez simple. Vous avez les queues et les topics. Donc là, vous avez un exemple de topic avec un producteur et différents consommateurs. Au milieu, nous avons un canal qui est le serveur JMS et différents topics. Donc, vous avez topic 1, topic 2, topic 3. Et chaque consommateur reçoit des messages en fonction d'un certain nombre de critères. Quels sont les avantages d'un tel système? Le message broker réduit le couplage entre les composants en permettant aux parties de communiquer sans avoir à connaître les détails d'implémentation ou les détails de l'émetteur du message. On a la scalabilité, il est donc facile à mettre en œuvre et la mise en échelle est également facile. On a la synchronicité, la communication est donc asynchrone via le message broker. Nous avons vu, les messages sont envoyés dans le broker et les consommateurs lisent les messages en fonction d'un certain nombre de critères. On a une gestion d'erreurs qui est facile. Le message broker peut gérer les erreurs, les rejets et les files d'attente, garantissant ainsi la fiabilité du système. Le 11e pattern qui est également très utilisé dans l'intégration des applications d'entreprise, c'est le Durable Subscriber. Dans le design pattern publication souscription, nous avons dit pour recevoir un message, il fallait être abonné. La question à se poser, c'est si vous n'êtes pas abonné, est-ce que vous pouvez recevoir le message? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous n'êtes pas connecté au moment de l'envoi du message, ben vous ne pouvez pas le recevoir. Et donc, la solution, c'est le Durable Subscriber. Vous vous abonnez et vous restez connecté tout le temps. Dans le cas de la publication souscription, si vous n'êtes pas connecté au moment de l'envoi du message, ben vous ne le recevez pas. Si vous n'êtes pas connecté au moment de l'envoi du message, vous allez quand même pouvoir récupérer le message quand vous allez vous connecter. Et donc, ce pattern permet tout simplement aux abonnés de récupérer les messages publiés même quand ils étaient indisponibles au moment de la publication. Ce modèle est donc souvent utilisé dans des systèmes de messagerie basés sur le modèle de publication souscription. C'est ce que je vous expliquais. Et donc, ça, c'est une variante du modèle Publish Subscribe. Les avantages, ce modèle permet une communication efficace même lorsque l'application n'est pas disponible. Garantit donc qu'aucun message n'est perdu même si les abonnés sont temporairement hors ligne. Donc, si vous mettez en place un système de topic, la seule façon de garantir la non-perte de messages, c'est de créer les Durable Subscribers. Cela va vous éviter de perdre des messages lorsque il y a un consommateur qui n'est pas connecté. Pour une raison ou pour une autre, cela arrive. Si vous mettez en place le Durable Subscription, vous allez vous éviter ce problème. Cela fonctionne très bien parce qu'il y a l'abonnement durable. On publie les messages. Si quelqu'un n'est pas connecté, il revient, il a les messages. L'inconvénient, c'est qu'il faut bien gérer les messages pour les abonnés qui sont absents au moment de la publication. Donc, il y a l'inconvénient quand même de la gestion de la file d'attente et les Durable Subscriptions sont quand même assez complexes à mettre en place pour en avoir mis quelques-uns en place. Et maintenant, allons voir notre 12e pattern. C'est le pattern adapteur. Le design pattern adapteur est utilisé pour permettre à des objets ou des composants avec des interfaces incompatibles de pouvoir communiquer ensemble. Comment fonctionne ce pattern? On a bien évidemment la création de l'adaptateur. Donc, vous créez un composant adaptateur qui implémente l'interface attendue. Comment ça fonctionne? Vous avez la première étape qui est la création de l'adaptateur. Vous créez le composant adaptateur qui implémente l'interface attendue par le composant client, tout en utilisant l'interface du composant source incompatible, qui est donc incompatible
en interne. Il y a le mapping des appels, dont l'adaptateur traduit les appels des méthodes de l'interface du client en appels appropriés à l'interface du composant source. L'adaptateur agit donc comme une passerelle entre le client et le composant source en gérant la communication et les conversions nécessaires. Dans le cadre de l'intégration, on les appelle très souvent des plugins. Dans le cadre de l'intégration des applications d'entreprise, on les appelle communément des plugins. Vous avez par exemple le plugin SAP qui permet de communiquer avec les applications SAP. On a comme ça sur les différentes solutions ESB un certain nombre de plugins qui sont en effet des adaptateurs qui permettent de communiquer avec des applications qui nativement ne sont pas supportées par la solution. Et donc, nous arrivons à la fin de notre vidéo sur les design patterns utilisés dans le cadre de l'intégration des applications d'entreprise. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo et que vous allez trouver votre compte avec les design patterns qui sont utilisés dans le cadre de l'intégration des applications d'entreprise. Les design patterns offrent donc une variété de solutions pour connecter les systèmes d'entreprise. Lorsque vous choisissez un pattern, tenez compte des avantages et des inconvénients ainsi que de la compatibilité entre les différents systèmes. En utilisant le bon pattern, vous pouvez établir une intégration fiable et efficace. Nous arrivons donc au terme de notre présentation. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager autour de vous car elle peut bien évidemment aider d'autres personnes. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Arrivederci.